Voilà. Donc merci à tous et à toutes d'être là pour ce deuxième jour fixe de l'année 2026 et d'être venus pour ce sujet surprise qu'on a dévoilé un petit peu ces derniers jours. L'idée, c'est qu'on puisse faire un petit temps d'échange et de discussion sur une découverte du fédéralisme. On a pas mal de gens parmi vous qui sont des nouveaux adhérents et puis on a aussi des plus anciens. Du coup, on va faire un temps d'échange qui va permettre de croiser les regards et les perspectives. Et on va faire ça de façon assez participative parce que ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique. Peut-être si vous voulez commencer à nous dire un peu en tour de table, un peu pop-up, euh, comment vous avez entendu parler du fédéralisme? Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous en parle? Euh, Peut-être à Paris si vous voulez commencer. Pas parce que c'est Paris, on n'est évidemment pas. Je sais que Pour le Raphaël, moment, il oui, on peut. n'a pas grand-chose à apporter à la discussion, mais on est en train de réfléchir. Je suis sûre que Raphaël, quand on lui parle de fédéralisme, ça lui évoque quelque chose. Bah, je suis suisse, donc j'ai l'expérience en tant que citoyen suisse du fédéralisme. Et je pense même que c'est un exemple, la Suisse. Donc j'ai déjà pu en parler lors de certaines réunions des fédéralistes européens. Fédération basée sur le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire on part de la base, on part du petit, on construit un édifice seulement en donnant à l'échelon supérieur une compétence supplémentaire. Et il y a bien sûr le principe de la démocratie directe, hein, qui est la base de la base, semi-directe quand même, puisqu'il faut respecter aussi les représentants pour assurer un équilibre proportionnel des régions, des partis, etc. Euh, voilà. C'est pas mal pour commencer. François, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le fédéralisme, et comment t'as connu ça? Ah, comment j'ai connu le fédéralisme? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, je Ah, pensais. François. Ah, pardon, il y a Tu plusieurs parles François. à François Mouillot? Ah, vas-y, je Je suis. parlais à François Mouillot, mais François Lemonnier, tu peux y aller aussi. Il faut savoir, pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'un des critères pour rentrer dans l'association, c'est de s'appeler François ou Françoise. Mais si vous avez un autre prénom, vous êtes aussi le bienvenu ou la bienvenue. Je vais te Je, volontiers la parole parce que j'aurais rien dit de très je intéressant. me demandais, Chloé, comment tu savais que François était là alors qu'il est hors champ? Tu as une autre caméra dans la pièce, peut-être? Ou, de là. Oui, Non, mais Non, François on laisse Mouillot? la parole à François Mouillot. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Le fédéralisme, ça m'évoque une sorte d'idéal quelque part qui vient de loin et qui, dans les dernières années, s'éloigne de plus en plus des horizons du débat public, au moins en France en tout cas. Euh, voilà, moi je l'ai connu moi je trempe dans les mouvements un peu européens depuis quelques années. Je connais par le mouvement européen. Comme j'ai dit la dernière fois, j'avais participé avec Valérie Hayé à la marche qui avait été faite à Strasbourg. Donc voilà, je rentre dedans et j'essaye de convaincre mon entourage, et notamment avec des projets concrets comme les projets de ville européenne que je porte actuellement dans le cadre des municipales. Super, on va pouvoir y revenir. Attendez, j'essaye de faire une alternance femme-homme. C'est un peu la règle chez nous. Françoise, le fédéralisme, toi, tu as découvert comment? Faut que tu allumes ton micro. Oui, bonjour. Bah écoute, moi je vais pas avoir dire des choses différentes de notre ami qui vit en Suisse. Disons que moi je suis tombée dedans en Allemagne, donc évidemment c'est pas le même fédéralisme,
Mais voilà, quand on tombe dedans, qu'on vient d'un État comme la France et qu'on tombe dedans, on part avec une vision très centralisée des choses et on revient avec, on est fédéraliste, quoi. Voilà. Donc je vais pas en ajouter plus à ce qu'a dit notre ami. Hein. C'est voilà, c'est l'avenir. Kylian? Bonsoir. Moi, le fédéralisme, à part les définitions longues et barbantes de mes cours de sciences politiques que je vais pas refaire ici, non, c'est comment dire, regroupement de pays, regroupement d'États qui se sont dit qu'on allait bien fonctionner ensemble et qui se sont dit bon bah on va tout mettre sous un État central et on va quand même garder notre souveraineté personnelle totale ou limitée selon les types de fédéralisme. Euh, puis, euh, et puis voilà. Comment j'ai découvert. À part me renseigner sur le monde et voir comment les différents types de fédérations fonctionnaient, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait par rapport à la France, que ça donnerait par rapport à l'Europe. Et puis un jour, espérons qu'on puisse voir ce fédéralisme se concrétiser en Europe notamment. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ce que ça veut dire le fédéralisme pour elles? Ceux qui n'ont pas allumé leur caméra, vous avez aussi le droit de prendre la parole, hein. Bon, on a déjà dit pas mal de choses. Raphaël il a commencé par dire quelque chose d'essentiel, c'est le pouvoir qui remonte. Et ça, c'est Ah, quelque chose. pardon Chloé, excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre? On a Pardon, vas-y. J'ai peut-être un truc à dire. une interruption. Je sais pas si on entend, mais on en parle de plus en plus. C'est en France en particulier le fédéralisme, parce qu'on en a parlé de fédéralisme quand on en parle surtout à l'étranger. En France, on est très centralisé. Je pense que pour beaucoup de gens en France, encore plus aujourd'hui, c'est de l'inconnu, mais c'est une sorte de solution un peu en dehors de la boîte de beaucoup de problèmes ou de limites que le système démocratique a en France. Et je pense que ça porte un intérêt parce qu'il y a des gens qui se posent la question de la solution et ils disent, ah ben, pourquoi pas tenter ça? Pour rejoindre peut-être l'idéal, l'idée de, euh, aussi les questions de la crise de la confiance envers les élus, de manière générale, où derrière, en France, les élus souvent les plus appréciés sont les maires. Il y a quand même une appréciation du local. Donc je pense que de ce côté-là, de plus en plus de gens sont intéressés par le fédéralisme. Bon, en tout cas, le fédéralisme, pour eux, c'est une sorte de, pas une porte de sortie, mais c'est une nouvelle voie, en plus de la voie habituelle centralisante de la France. Effectivement, alors Kylian, tu parlais d'État central. C'est un peu, dans un premier temps, en tout cas, je vous conseillerais de ne pas utiliser ces mots-là parce qu'ils prêtent à confusion. En France, on a la conception que Dieu, il a le pouvoir, qu'il le donne au roi Soleil, le roi Louis XIV, qui l'exerce sur ses sujets. On a vraiment cette vision d'un pouvoir très descendant qui s'exerce comme ça, qui, de façon derrière culturelle, vient expliciter l'organisation très jacobine et centralisée qu'on a en France. Et effectivement, dans les pays avec une éthique plus protestante, alors Raphaël a cité la Suisse, Françoise a cité l'Allemagne, on considère que chacun, chacune a le pouvoir de lire la Bible, de l'interpréter. Et donc, ils mettent ensemble, en fait, ce pouvoir-là au sein de leur paroisse. Et du coup, on est beaucoup plus sur une conception du pouvoir qui remonte. Et du coup, de se dire, bah tiens, en fait, chacun d'entre nous est détenteur de pouvoir et on choisit de le mettre ensemble pour l'exercer. En Suisse, et Raphaël, tu pourras préciser sur l'histoire suisse que tu maîtrises possiblement beaucoup mieux que moi. euh, Tous les cantons, en fait, chaque vallée faisait à peu près un canton. Et puis, ils avaient le Saint-Empire romain germanique d'un côté, ils avaient le Royaume de France qui commençait à s'agrandir. Enfin, voilà, il y avait plein d'autres structures politiques qui s'organisaient autour. Et ils se sont dit, bah, en fait, il faut qu'on s'unisse uniquement pour se défendre. Et donc, ils ont mis en place d'abord une union défensive et rien d'autre. Euh, Ils ont choisi de faire ça ensemble. C'est la même chose qui a prévalu aux États-Unis au moment où ils ont déclaré leur indépendance, de dire, bah, nous, on est 13. Alors 13 colonies qui déclarent leur indépendance, donc 13 plus colonies, 13 États.
Mais on a besoin d'être ensemble pour se défendre face à la couronne britannique. Et au début, l'idée, c'est de mettre ensemble que les moyens de faire l'armée, de faire ouais, les moyens de l'armée. Puis bon, forcément, quand vous mettez ensemble les moyens de l'armée, ça va très très vite. On y reviendra sûrement tout à l'heure sur les sujets européens. Mais la guerre, ça coûte cher, donc ça nécessite la mise en commun de moyens. Et puis c'est des décisions un peu lourdes, donc ça nécessite de prendre des décisions ensemble. Et donc c'est pour ça que la question de l'armée est souvent majeure dans la constitution des États. Mais du coup, cette conception du pouvoir qui remonte, elle crée le fait que on peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs étages d'organisation politique. Et donc, en fait, dans une organisation fédérale, on a un tout, un ensemble, en tout cas, c'est pas forcément un tout, mais un ensemble, et à l'intérieur, des partis qui ont leur existence propre et qui sont autonomes. C'est-à-dire que les Länder allemands, les cantons suisses, les États américains, ils ont leur existence propre. En général, ils peuvent lever l'impôt eux-mêmes, donc ils ont aussi une autonomie fiscale, ce qui leur donne encore plus d'autonomie. Si on compare par rapport aux départements français ou aux régions françaises, ben, ils sont obligés d'attendre que l'État ait un budget pour pouvoir avoir le leur. Et tant que l'État n'a pas de budget, ben, ils n'ont pas de budget parce qu'en gros, 95% de leurs ressources sont données et issues de l'État. Donc là, on a une vraie différence. Si on prend, là, on a beaucoup parlé d'organisation politique, d'organisation institutionnelle, mais si vous regardez beaucoup d'associations, en fait, elles ont une organisation aussi de type fédéral. La Fédération française de football, elle s'appelle pas Fédération française de football pour rien. Vous avez des clubs de foot dans différentes communes qui s'organisent et qui organisent des rencontres au niveau départemental, au niveau régional, jusque au niveau français, voire européen et mondial. Donc on a effectivement ce- cette organisation-là. Pour certains qui sont dans des partis politiques, on a beaucoup de partis politiques qui sont organisés avec des fédérations locales, départementales. Euh, et on a en fait notre association, l'UEF, a une organisation fédérale, les Jeunes Européens, qui est une association partenaire, ont aussi une organisation fédérale. Et en fait, la plupart des associations qui existent qui ont été créées au 19e ou au début du 20e ont une organisation fédérale. Parce que l'organisation fédérale, pour une asso, c'est celle qui est la plus efficace. Vous avez euh, un groupe local qui se rencontre régulièrement, qui prend deux délégués, qui les envoie un peu plus loin, qui y vont de temps en temps. Par exemple, à un échelon départemental qui prend deux délégués, qui les envoie un peu plus loin, à un échelon régional qui prend deux délégués, qui les envoie un peu plus loin, à un échelon étatique et un peu plus loin, à un échelon continental ou à un échelon mondial. C'est ce qui permet de faire circuler l'information de manière efficace, de façon ascendante et descendante, quand on n'a pas un petit outil qui s'appelle Internet, qui permet d'horizontaliser tout ça et que tout le monde puisse prendre contact avec tout le monde et qui vient changer énormément le fonctionnement des structures, alors je dis associatives, mais vous pouvez penser ça en entreprise, vous pouvez penser ça dans plein de choses, sur comment aussi les modes de communication et les modes de faire ensemble viennent faire évoluer. Donc ça, c'est une première chose sur le fédéralisme, cette question de l'autonomie des partis à l'intérieur qui est essentielle à bien avoir en tête pour nous, notamment en France, parce que bah, c'est pas évident pour nous. Les Allemands, ils vous expliquent jamais ça, parce que pour eux, c'est évident que quand ils en parlent, c'est évident. Mais du coup, ils en parlent jamais. Mais quand nous, on les écoute, bah, c'est vite de penser à l'inverse du fédéralisme, qui est l'impérialisme. Parce que nous, dans notre tête, on n'a pas ça. Euh, le deuxième truc important à savoir, et ça reprend, Kylian, ce que tu disais sur les définitions pas cool de tes cours de sciences politiques, c'est que le fédéralisme, comme tous les mots en isme, c'est un lieu de débat. C'est un lieu où il y a un socle commun de valeurs, de vision du monde, et il y a des différences. Il y a des différences, des débats. Et donc, tous autour de ces écrans et ces tables, on peut ne pas être d'accord sur certains points. Il y a des points sur lesquels, en fait, on est d'accord, qui sont essentiels pour nous, en tout cas qui sont essentiels pour l'association.
Et puis, il y a des points sur lesquels on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir tout à fait la même vision. C'est ce qu'on va creuser, on va creuser tout à l'heure. On aura des petites interventions aussi, Alexandre, Gérard et Luc qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous donner un peu des visions plus précises sur certains de ces aspects. Mais du coup, qu'est-ce qui est commun? Si je vous dis, c'est quoi le but que recherchent les fédéralistes, quel qu'il soit, de Kant à Proudhon, à Alexandre Marc, à Spinelli? J'ai l'impression d'être... Ouais, vas-y. L'Île-de-France vote pour la paix. Ouais. Et l'Auvergne, Aix-en-Provence et les autres en visio, vous votez pour la paix aussi? Vous pouvez utiliser les réactions de vos... Merci Martin de ton soutien. Martin, il était hier à la formation sur écrire un article d'opinion, donc il a eu un petit avant-goût de ce soir. Mais effectivement, l'objectif des fédéralistes, c'est d'établir la paix avec une définition bien spécifique de la paix. La paix, c'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est quand on rend la guerre impossible. Donc, quand vous avez pas de guerre entre deux États, genre il n'y a pas de guerre actuellement entre l'Algérie et le Maroc. C'est pas vraiment la paix non plus, quoi. Parce que potentiellement, il y a une guerre qui peut se déclencher à tout moment, il n'y a rien qui empêche la guerre. Et en plus, il y a des sujets de tension et que sur les sujets de tension, il n'y a rien pour les résoudre actuellement. Par contre, est-ce que on a la paix entre la France et l'Allemagne? Bah, là, on peut dire oui. Il n'y a pas de possibilité pour que la France et l'Allemagne euh, repartent dans une guerre, puisque ils ont les moyens de régler leurs différends grâce à des structures politiques de prise de décision commune sur tout un tas de choses. On a harmonisé la vitesse de balayage des essuie-glaces, qui permet que les voitures allemandes et françaises soient sur les mêmes règles de concurrence. Je donne des exemples un peu triviaux. Mais du coup, on a des outils politiques pour se mettre d'accord sur des différends. Et puis, on a des outils judiciaires. On a une Cour de justice de l'Union européenne qui permet de s'assurer que le droit est respecté. Je vous parle des instances judiciaires parce que c'est essentiel pour faire respecter le droit et c'est nos associations fédéralistes, l'Union des fédéralistes européens et au niveau mondial, le mouvement fédéraliste mondial, qui ont participé en fait à une coalition mondiale qui a permis l'établissement de la Cour internationale de justice. Euh, donc on est sur un rôle central du droit pour ça. Donc premier objectif commun à tous, la paix. Alexandre, tu veux compléter? C'est le moment où tu bugs, Alexandre. Il faut que tu réallumes ton micro. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est juste qu'en gros, souvent, on entend les antifédéralistes ou même les eurosceptiques dire oui, mais de toute façon, la paix, c'est la dissuasion nucléaire, tout ça. Juste pour dire, au XXe siècle, on a souvent cette image du début du XXe siècle comme une image très revanchiste, militariste, ce qui était en fait assez faux. Il y avait au début du XXe un grand mouvement pacifiste. Et on pensait jusqu'en 1911 que la guerre entre la France et l'Allemagne, c'était impossible. Pourquoi? Pour trois raisons. Parce que la raison positiviste et le règne de la raison faisaient que on était trop évolué pour s'entretuer dans une guerre sauvage, que l'armement était beaucoup trop sophistiqué et qu'une guerre aurait un coût tellement énorme que on ne serait pas assez fou pour se lancer là-dedans. Et que troisièmement, l'interdépendance économique était aussi tellement forte que de toute façon, on aurait trop à perdre en se lancer dans une guerre, même économiquement. En 1911, on en est un peu revenu et on a commencé. Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'au XXe siècle, en France, de
enfin, fin du début du XXe, on est en plein désarmement. L'armée a une réputation exécrable et le pouvoir politique en a peur à cause de tentatives de coup d'État. Donc on est en plein désarmement, c'est en 1911 qu'on va commencer à réarmer. Donc, et on a encore des gens aujourd'hui, même des hommes politiques ou des intellectuels, qui nous disent, pour les trois raisons, qui refaire les mêmes trois raisons. Oh, il n'y aura plus de guerre, que besoin de... En fait, la paix, c'est d'abord le droit et la norme, comme l'a très bien dit Chloé. Voilà, pardon, j'ai été trop long. Trop bien. À Aix-en-Provence, vous avez levé la main? Bonsoir. On ne me voit pas, désolée. On ne voit pas, Hélène. J'aimerais aussi parler de la paix avec la nature. Et un des grands sujets qui nous anime et qui nous anime parce qu'on est quand même en grand danger, je dirais, c'est aussi de faire cette paix avec la nature. Et en ce moment, je pense qu'il y a, ceux qui sont informés, la directive Omnibus, les pesticides, etc. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de pétitions à droite à gauche. Et pour faire une initiative citoyenne européenne, il faut 1 million de signatures, 7 pays, c'est compliqué. Et pour moi, le fédéralisme, c'est aussi que les citoyens puissent s'exprimer. Donc effectivement, il faut aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence et que la paix, c'est aussi ça, parce que si on peut plus vivre et plus manger, bon voilà quoi. Donc c'est un des points aussi qui m'anime, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer pourquoi je suis fédéraliste. C'est aussi de permettre aux citoyens sur des sujets graves de s'exprimer et d'agir. Merci, Hélène. En Île-de-France? Oui, moi j'aurais une question. Euh, dans une mise en scène où, par exemple, on explique à quelqu'un un peu le concept du fédéralisme et on lui dit que voilà, un des objectifs du fédéralisme, c'est d'essayer de rendre la guerre impossible, voire de rendre la guerre impossible, en mettant à disposition des États, comme tu le disais, Chloé, d'autres moyens que la guerre pour régler leurs différends. Et cette personne me répond, finalement, le fédéralisme ne résout rien car guerre de sécession, des États fédérés se sont bien fait la guerre dans la première vraie guerre mécanisée du 19e siècle. Comment on répondrait à ce type d'argument? Et Excellent. est-ce que son argument est valable ou valide? Alexandre, toi qui as préparé un topo sur qui était Hamilton, tu veux nous faire un petit point sur le fédéralisme aux États-Unis? Ouais, c'est bon, cette fois j'ai réactivé mon micro. Donc c'était une excellente question qui engendre le fédéralisme américain. Donc un gars qui s'appelle Lord Lothian, qui était un fédéraliste international, avait dit au temps du Far West, quand vous aviez un conflit de voisinage, vous pouviez le régler en tuant votre voisin en toute impunité. Quand l'État a commencé à s'en mêler, vous pouviez toujours tuer votre voisin, sauf que vous risquez d'être pendu. Donc l'idée, c'est pas moins de rendre la guerre impossible que de la rendre illégale, en fait. Un peu comme les États ont fait pour le crime. Les États en interne, on va dire une fédération mondiale le ferait au niveau international pour les États. Donc le fédéralisme américain. Donc c'est une mise en place très progressive avec deux précurseurs. Un, c'est un cocorico, c'est Montesquieu. Et l'autre, il a donné son nom à la Pennsylvanie, s'appelle William Penn. William Penn, c'est un colon américain et c'est aussi un auteur. Il a promu, en gros, une sorte d'États-Unis d'Europe à son époque, mais c'était vraiment un truc très intergouvernemental, voire intermonarchique. Et en fait, il voyait les colonies américaines de l'époque s'unir sous la couronne britannique, qui elle-même serait membre de cette coalition européenne. Donc, et donc Montesquieu, qui a vécu après William Penn, ses idées ont été reprises par les pères fondateurs américains et notamment par Hamilton. Alors Hamilton, il a cette idée de république, il reprend à Montesquieu l'idée de république fédérative, c'est-à-dire les avantages intérieurs des petites cités républicaines, comme on en trouvait en Italie, c'est-à-dire la liberté, l'autonomie, et en même temps la force extérieure d'une monarchie, c'est-à-dire que les monarchies comme la France, l'Angleterre ou la Castille, c'était plutôt des gros mastodontes puissants.
Montesquieu Hamilton, c'est la distinction des pouvoirs, l'importance du commerce et de la propriété privée pour pacifier. Bon, on verra que le fédéralisme reviendra un peu dessus. Et puis l'attachement à la République contre la démocratie. Alors, ce qu'on appelait la République, la démocratie, en gros, la démocratie, ce serait ce que nous, on appelle la démocratie directe. Alors que la République, c'était une vision beaucoup plus représentative, un peu comme on a aujourd'hui. Et c'est ce que défendait Hamilton. Donc Hamilton va écrire le Fédéraliste, donc qui vise à faire accepter les amendements de la Constitution confédérale, qui va devenir ensuite fédérale, mais qui se présente comme confédérale, et il veut la faire accepter aux électeurs et à leurs représentants. Donc, lui, il affirme l'existence d'une nation américaine. Alors, il a une vision, lui comme d'autres pères fondateurs sont des gens assez conservateurs et puritains, élitistes, anglophiles à l'époque où la majorité du pays est quand même néerlandophone. Et la grande innovation, c'est le principe du checks and balances, donc les contre-pouvoirs. Et donc, cette théorie fédéraliste va s'appeler institutionnelle ou hamiltonienne. Donc, l'État fédéraliste, c'est il y a une identité de culture, de langue, de religion, pour les habitants de la Confédération, ce qui est contestable, même si le principe, ça sera la liberté religieuse, et ça, c'est une innovation importante, surtout dans le contexte américain où beaucoup de pionniers fuyaient les persécutions religieuses. Sécurité commune, protection du commerce extérieur, abolition des droits de douane à l'intérieur, et surtout, les deux grands principes du fédéralisme, c'est la subsidiarité, mais pas que. Il faut que chaque citoyen, en tout cas chaque citoyen électeur, à l'époque c'est les grands propriétaires blancs, chaque citoyen a un accès à chaque échelon. Nous, par exemple, en Europe, les citoyens n'ont pas un accès direct à l'échelon européen, uniquement à travers leur État. Les arguments antifédéralistes, il y en a un qui va vraiment porter, c'est l'absence de Bill of Rights, de déclaration des droits, et qui va être ensuite rédigé par un fédéraliste Madison. Eux, ils veulent une stricte séparation des pouvoirs, simplement pas juste une distinction comme Montesquieu et Hamilton, mais vraiment une stricte séparation. Et ça a donné naissance au Parti démocrate, bon, qui a changé depuis. Bon, on va un peu avancer à un mec qui s'appelle Calhoun, John Caldwell Calhoun. Donc, il a été vice-président, il a été esclavagiste, donc il était sudiste, et raciste, parce qu'il était hiérarchiste, mais il va théoriser l'intergouvernementalisme américain. Donc, il va faire un constat d'opposition entre le Nord et le Sud, que c'est irréconciliable, c'est vraiment un peu comme ils font nos nationalistes aujourd'hui. En fait, on est des nations trop différentes, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, c'est un peu ça. Il y a une volonté de commune fondée sur une majorité. Du coup, lui, il dit que le système fédéral ou confédéral doit fonctionner sur des majorités plutôt que sur une communauté d'ensemble qui, selon lui, est artificielle. Et selon lui, voilà, la fédération, c'est vraiment un échelon de discussion entre Nord et Sud. Et selon lui, les institutions sont insuffisantes pour protéger les États fédérés. Et voilà, donc il a fait une théorie du gouvernement constitutionnel, ce qu'on va s'appeler une gouvernement à majorité concurrente. Arrive 3 décennies après la guerre de sécession, et en fait, donc du point de vue américain, ça va être l'omniprésence de l'anglais dans la langue d'enseignement, langue exclusive d'enseignement, alors que le français, par exemple, en Louisiane, qui avait rejoint le Sud, ils avaient un droit à l'enseignement en français. Et ce qui est intéressant, c'est que après la guerre, l'anglais sera la langue d'enseignement des Blancs et le français la langue d'enseignement des Noirs. Mais pour nous, fédéralistes, ce qui va aussi être intéressant, c'est que c'est à la guerre de sécession qu'on va acter la distinction entre le fédéral et le confédéral. Donc, le confédéral, il y a de la subsidiarité, mais c'est finalement une coalition. Le fédéral, ça implique la démocratie, c'est-à-dire l'accès direct de chaque citoyen à chaque échelon. Et donc, ce n'est pas juste une coalition. On peut prendre ensuite, par la suite, si j'ai le temps, enfin, je ne sais pas si j'ai si j'ai pas pris de temps, mais il y a une naissance d'une police fédérale au début du XXe siècle, et ça, c'est intéressant parce que ça donne un peu
un sentiment de ce que peut être finalement la naissance d'une institution fédérale. Donc, on constate au XIXe siècle une insuffisance des autorités locales, sauf au Texas où il y a une milice qui s'appelle les Texas Rangers. Et donc, et surtout, en fait, il y a des exactions vis-à-vis des Afro-Américains et des Amérindiens. Et l'autorité fédérale sous le leadership d'un gars qui s'appelle Hoover, un peu une raclure et en même temps quelqu'un qui avait le sens de l'État. Donc, ça sera, alors ça s'appelle pas comme ça au début, mais le FBI, le Federal Bureau of Investigation, qui va se légitimer comme protecteur des minorités essentiellement amérindiennes. Et c'est là où c'est intéressant, où on voit un peu les limites de la fédération américaine dans l'exemple européen, c'est que ça sera aussi une légitimation aussi de la domination blanche et protestante face aux minorités, alors qu'en fait, en gros, on va prétexter de protéger les minorités contre les excès pour perpétuer la domination blanche. Et on verra une des ambiguïtés de l'État-nation parce que l'Amérique se construit comme un État-nation. Et au fond, qui dit fédéralisation dit nationalisation de la vie politique. C'est une nationalisation du système partisan et politique. Et cette nationalisation aux États-Unis, ça sera le New Deal de Roosevelt dans les années 30, après la crise de 29, le mouvement pour les droits civiques dans les années 60. Et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la légitimation de la domination blanche, je vous conseille aussi le film Mississippi Burning. En plus, il y a Willem Dafoe, c'est un super film. Et le troisième élément dans les années 80 de nationalisation de la vie politique, c'est la révolution conservatrice de Reagan. Donc pour conclure, le fédéralisme, ce qu'on peut apprendre de l'exemple américain, c'est que le fédéralisme, c'est pas seulement la subsidiarité, mais c'est aussi que, donc la subsidiarité, ça n'a pas été dit, mais c'est en gros que en gros, on donne le plus de pouvoir au plus petit échelon possible, et quand un échelon est trop petit pour avoir une certaine compétence, on le donne à l'échelon suivant. Et le but, c'est de maximiser la démocratie. Donc le fédéralisme, c'est la maximisation de la démocratie à travers la subsidiarité et à travers l'accès direct de chaque citoyen à chaque échelon de décision, local, régional, national, enfin pour l'Europe, local, régional, national, européen. Donc les points communs entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est l'importance du commerce extérieur et l'abaissement des droits de douane internes dans la construction. Quelle leçon du fédéralisme américain qu'on n'a pas peut-être encore médité suffisamment? L'impuissance de l'intergouvernementalisme, c'est-à-dire de la coalition d'États, à assurer d'une part la distinction des pouvoirs et, la démocratisation et l'efficacité. Donc, et pour arriver à cette fédéralisation, il faut du coup fédéraliser les institutions, mais déterritorialiser les partis politiques, dénationaliser dans l'exemple européen les partis politiques, pour avoir des partis politiques et une vie politique à l'échelle fédérale. Et enfin, il y a quelque chose de la construction de l'État fédéral américain qui n'est pas possible de reproduire en Europe, c'est la nationalisation. C'est-à-dire que les États-Unis, même s'ils sont construits progressivement comme une fédération, ce qui n'était pas le cas au temps des 13 colonies, ils se sont aussi construits comme un État-nation. Or, nous, en Europe, l'enjeu, c'est de dépasser l'État-nation. Parce que si on considère qu'on ne peut se fédéraliser qu'à travers l'État-nation, on donne raison aux gaullistes de comptoir qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Donc nous, on doit vraiment dépasser l'État-nation et faire finalement une démocratie fédérale et post-nationale. Super. Voilà, j'ai fini. Juste quelques ouvrages à lire. Donc, le Tu les mets dans le fédéralisme. chat? Non, vas-y. Pardon, ouais, le fédéralisme d'Hamilton, vous pouvez trouver ça en anglais sur Wikisource, je crois. Enfin, sur Internet, en tout cas, ça se trouve. La version française, peut-être sur Gallica, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ouais, vous pouvez la commander en librairie. Un que sais-je, fédéralisme et antifédéralisme de François Vergniaud de Chantal, qui était. Donc, ce que sais-je a été publié juste après l'échec du traité constitutionnel. Et voilà, le gars était professeur à l'Université de Bourgogne. L'histoire de l'idée fédéraliste de Bernard Voyenne. Et même, vous voyez que finalement, la France n'est pas étrangère à l'idée fédérale, que finalement, la France révolutionnaire
et la nation française devait se construire à la base sur un pacte fédératif, et vous verrez cela aussi dans l'histoire de l'idée fédéraliste de Bernard Voyenne. Enfin, Quel tome, quel tome! celui que vous trouvez en tout cas sur Internet, donc le tome 1, Oui, c'est dans le tome 1. qui est déjà assez dense. Faut vraiment être passionné pour ensuite aller lire les deux autres. Mais enfin, on est entre C'est passionnés bon en pour même temps. toi, Alexandre? Et Tu enfin, pourrais juste nous voilà, décrire cette bibliographie? Parce que là, je pense que un c'est pas évident roman, pour tout le monde de... un roman. Je ne sais pas si vous avez vu le film Killer of the Flower Moon. Bah, c'est issu d'un livre qui s'appelle La Note américaine en français de David Grann, qui vous montre en fait la construction justement du FBI face à la tragédie amérindienne. Donc bon voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà dépassé le temps. Et bah voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez. C'était pas trop dense. Merci, Et bah, voilà. merci Alexandre pour ces éléments où effectivement on est allé bien plus loin que la question de Rémi, mais c'était aussi pour mettre en contexte ce que je retiens, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ton exposé, Alexandre, c'est aussi que le fédéralisme, c'est pas une solution figée. C'est-à-dire que là, et c'est ce que tu nous as montré avec l'exemple du fédéralisme américain, et ça fait écho à la question de Rémi, entre 1796, quand ils déclarent leur indépendance, 76, 1776, pardon, confonds les chiffres impairs. Quand ils déclarent leur indépendance, et effectivement, aujourd'hui, c'est la même constitution aux États-Unis, mais ça a beaucoup évolué avec un processus de centralisation de l'État. Et la question de la guerre de sécession, comme en fait les enjeux, et c'est un peu ce qui était dit aussi dans le chat, les enjeux de sécession au sein d'une fédération font l'objet de débats politico-juridiques assez intenses, dans lesquels on ne va pas rentrer ce soir trop en détail. Mais en fait, la guerre de sécession donne lieu à un renforcement et à une centralisation en fait de l'État fédéral. Euh, on avait avant une fédération qui était beaucoup plus lâche, avec beaucoup moins de choses. Et Alexandre l'a mentionné sur la question de la fin de l'esclavage et de donner des droits aux anciens esclaves et aux populations amérindiennes. Euh, à l'issue de la guerre de sécession, c'est là où les États-Unis centralisent en tant qu'État fédéral un certain nombre de pouvoirs. Cette tendance à la centralisation, on l'observe sur quasiment tous les États fédéraux. On observe une tendance à la centralisation de l'État fédéral et donc la question des contre-pouvoirs qui devient cruciale et à maintenir dans notre approche toujours du pouvoir qui remonte. Pour répondre, Hélène, à ce que tu disais sur la question de faire la paix, pas que entre humains, euh, un des principes fondamentaux, et Alexandre l'a explicité, il a bien parlé aussi de Montesquieu et des Lumières. Un des points fondamentaux pour les fédéralistes, c'est la question de la démocratie et de la capacité de choisir. Et cette démocratie, cette capacité de choisir, alors Alexandre disait en plus l'accès direct des citoyens à tous les échelons fédéraux, mais c'est bien ça qui va distinguer l'approche fédéraliste d'une approche fonctionnaliste ou gentiment pro-européenne. C'est-à-dire que pour nous, il est essentiel que sur la question européenne, les citoyens, les citoyennes européennes donnent leur avis et participent à l'établissement de la fédération européenne. C'est ce qui nous distingue du coup des fonctionnalistes qui disent ben, petit à petit, on va mettre l'économie ensemble et puis on va faire des petits pas, on va mettre un peu plus d'économie et puis on va mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela et petit à petit, on va y arriver. Mais en fait, si on y arrive petit à petit sans que les citoyens décident, ben, nous, ça ne nous va pas trop parce qu'à un moment, dans toute la théorie fédéraliste qui est posée, on a la notion de pacte fédératif et donc de décision positive, de choisir, de mettre le pouvoir en commun. On est encore sur la notion de pouvoir qui remonte. Et sur cette question de la paix, c'est super intéressant ce que tu as dit, Hélène. Euh, on a beaucoup pensé la paix sur la question de la guerre, et on la pense toujours dans ces termes-là, puisqu'on est de nouveau dans des conflits de haute intensité très près de chez nous.
On peut aussi penser la paix comme question de sécurité civile. Et effectivement, face notamment aux conséquences du dérèglement climatique et tout ce que ça va pouvoir générer pour les populations partout sur la planète, en fait, on va avoir un enjeu aussi de pouvoir assurer la sécurité civile. Et les fédéralistes mondiaux disent que, bah, effectivement, quand on a une fédération mondiale, on n'a plus besoin d'armée du tout. Par contre, on a une force de police mondiale parce qu'on a quand même toujours besoin d'une force de sécurité civile au au niveau de la planète. Euh, Autre chose que, Alexandre, tu as mentionné et qui est intéressante, c'est la question du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Alors, pour la petite histoire, le mot de subsidiarité euh, a d'abord été utilisé euh, par les fédéralistes, puis détourné par l'extrême droite et les nationalistes, pour revenir dans un truc qui est maintenant un peu mainstream. Mais c'est les mots voyagent aussi, et c'est intéressant de regarder comment les mots voyagent et qui les utilise. Le principe de subsidiarité, c'est un principe d'équilibre et de décision qui va être prise par consensus, en fait, aussi entre les différents acteurs qui participent à la prise de décision. L'idée, c'est qu'on inclut dans la décision toutes les personnes qui sont concernées par cette décision. Et alors là, vous vous dites tout de suite, ben nous, le choix du président américain, ça nous impacte. Ça nous impacte parce que il se mêle de la guerre en Ukraine, parce que il se mêle des droits de douane, parce que il se mêle de tout un tas de trucs. En fait, ça a des conséquences pour nous quand il y a un changement de président américain. Donc ça, c'est l'idée que on devrait, du coup, pouvoir nous aussi voter pour le président des États-Unis. Ce principe-là, il nous ramène toujours vers l'universel. Quand on veut que toutes les personnes concernées par une décision puissent être impliquées dans la décision, on a toujours tendance à remonter souvent vers l'universel, voire au-delà, l'intergalactique sur certaines décisions. Et en fait, il est contrebalancé par l'idée qu'on va essayer de garder la décision le plus proche possible du citoyen, qu'on essaye de ramener la décision au plus près possible des citoyens. Et en fonction du type de décision à prendre, et en fonction du compromis qu'on trouve à un temps donné dans un espace politique donné, on arrive à le fait qu'on décide que le baccalauréat est dirigé et décidé au niveau de l'État ou au niveau du land ou au niveau européen. D'accord? Et ça, c'est très contextuel, ça dépend des endroits. Et on va trouver des compétences qui vont pas être au même niveau en fonction des États fédéraux qu'on va regarder. Parce que on a des décisions qui sont pas les mêmes et des enjeux qui sont pas les mêmes d'un État fédéral à l'autre. Donc ça, c'est l'idée du principe de subsidiarité qui, du coup, reconnaît l'autonomie des partis avec laquelle je commençais tout à l'heure et leur capacité aussi à décider. Tout ça, c'est une approche qui est commune à tous les fédéralistes, euh, mais on voit qu'on rentre déjà dans une approche plus institutionnelle et Alexandre nous a montré un exemple avec Hamilton d'une approche institutionnelle. Une autre approche institutionnelle du fédéralisme, c'est celle qui est historique pour l'UF, parce que c'est de là qu'on vient, même si notre idée, c'est de rassembler l'ensemble des fédéralistes, quels que soient les courants de pensée. Mais l'UF a été créée à la suite d'un penseur qui s'appelle Altiero Spinelli, qui était italien, et il a été secrétaire du Parti communiste de Rome au moment de l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Il avait 16 ou 17 ans, enfin il était tout jeune. Donc évidemment, Mussolini arrive au pouvoir, il est secrétaire du Parti communiste. Autant vous dire que c'est la prison directe. Il a passé au moins 15 ans, je ne sais plus le chiffre exact, c'est monstrueux, en prison, ce qui lui a laissé le temps de lire et de réfléchir beaucoup. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Mussolini veut pas garder ses opposants politiques dans les prisons parce que trop compliqué, parce que c'est la guerre. Donc en fait, il les envoie sur une île qui s'appelle Ventotene, qui est à 2 heures de ferry au large de Naples.
Et 2 heures de ferry, un ferry, ça va vite, c'est vraiment loin. Vous voyez pas la terre, en fait, depuis Ventotene. C'est déjà là que, avant les Romains, ils avaient enfermé. C'était déjà un lieu, en fait, de réclusion avant l'époque romaine, dans l'Antiquité, où ils avaient enfermé une princesse là-bas. Et il y a une prison qui est d'ailleurs magnifique, du XVIIe siècle, aussi sur le caillou qui est à côté de Ventotene. Mais du coup, on a 800 opposants politiques qui vivent sur cette île. Elle fait 2 kilomètres sur 2, hein. C'est plus petit que... En fait, je pense que c'est plus petit que Clermont-Ferrand, vu que tout le monde a déjà traversé Clermont-Ferrand et se souvient de ses montées et ses descentes. Ça vous donne tous une idée de la taille de l'île. Mais en tout cas, c'est vraiment tout petit. Ils sont 800. Des communistes, des socialistes, des démocrates, des libéraux, des anarchistes. Voilà, tous les opposants au régime de Mussolini. Et Spinelli se retrouve là avec Eugenio Colorni, qui lui est plutôt un socialiste et qui travaille dans l'édition, qui est éditeur, donc qui a déjà un peu une aura qui est connue. Voilà. Et avec Ernesto Rossi. Et tous les trois, ils réfléchissent à comment est-ce qu'on fait pour construire autre chose que le fascisme. Et en 1941, ils écrivent un texte qui s'appelle le Manifeste de Ventotene. 1941, pour ceux qui l'ont pas en tête, c'est le moment où les nazis sont en Ukraine. Je vous dis ça parce qu'en France, on apprend souvent l'histoire de l'Europe, de l'Atlantique au Rhin. Mais en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé des choses dans le monde entier, comme son nom l'indique. Et en 1941, les nazis sont jusqu'en Ukraine. Euh, donc on est sur un moment vraiment de pleine domination de l'Europe par le nazisme. Et ils écrivent ce texte à ce moment-là. À aucun moment, ils ne pensent que ça va continuer. Ils ne doutent à aucun moment dans le texte du manifeste de Ventotene, c'est assez impressionnant, que le nazisme va tomber et qu'il va falloir construire autre chose et qu'il va falloir construire un autre monde. Et en fait, le monde qu'ils proposent de construire est un monde avec dedans une Europe fédérale pour mettre fin à la guerre sur le continent européen. Et là aussi, dans une approche institutionnelle, telle que Alexandre pouvait la décrire, sur des institutions qui permettent d'établir la paix, de prendre des décisions en commun et de mettre fin, c'est un terme qui revient beaucoup, à l'anarchie internationale. Et donc là, on a de Kant à Hamilton à Spinelli. Derrière Albertini, on va publier avec Presse fédéraliste dans quelques temps son texte Le fédéralisme, qui est une anthologie de textes avec des commentaires. Et on va on va commémorer l'année prochaine les 50 ans de la mort de Albertini, qui est aussi un grand penseur du fédéralisme institutionnel. Mais ça, c'est un premier courant du fédéralisme duquel on vient, qui fait qu'on parle souvent d'institutions chez nous. Sauf qu'il y a d'autres courants qui ont pensé le fédéralisme et qui l'ont pensé de façon un peu différente. Et Gérard, je voudrais te donner la parole pour que tu nous parles d'un autre papa du fédéralisme qui est Proudhon. Donc on retourne au 19e siècle. Ok, effectivement. Ben, exactement, Proudhon, c'est exactement 1809-1865. Hein. Alors, ce qui est intéressant chez Proudhon, du point de vue de la personnalité, c'est que c'est un des rares penseurs politiques qui soit issu d'un milieu très modeste, hein, puisque son père était tonnelier à Besançon et sa mère cuisinière. Hein. Et c'est également un autodidacte. Donc ça, déjà, c'est un profil très intéressant. Alors, puisqu'on parle de fédéralisme, il y en a plusieurs. Alexandre nous a très bien parlé du fédéralisme institutionnel. Tu vas nous parler du fédéralisme spinellien, celui dont l'ennemi majeur, c'est l'État-nation et le risque de guerre. Donc c'est un fédéralisme qu'on pourrait appeler pacifiste. Il y en a d'autres, hein, éventuellement. Bon, ce n'est pas le sujet ce soir, mais on peut parler d'une école fédéraliste allemande, par exemple, celle qui est plutôt éthique, celle qui part d'Emmanuel Kant, qui arrive à Habermas, une conception, disons, contractuelle de la société. Et c'est là qu'il permet d'embrayer sur Proudhon, qui lui aussi, c'est un socialisme qu'on pourrait qualifier de sociétal.
le point de départ de Proudhon, c'est pas le fédéralisme tout de suite. Lui, son problème, c'est la propriété, mais pas n'importe quelle propriété, la propriété capitalistique. Hein. Et donc, d'où sa célèbre phrase, la propriété, c'est le vol. Hein. Et donc, il se dit, et c'est lui qui utilise pour la première fois, d'ailleurs, le terme d'anarchie. Il définit comme un anarchiste. Et qu'est-ce que c'est que l'anarchie? Ce n'est pas du tout ce qu'on a. Nous, après, on a compris, malheureusement, grâce à Bakounine, etc., sur une révolution sanglante et violente. Hein, mais c'est tout le contraire, lui. C'est mettre en rapport que l'ensemble des producteurs, l'ensemble des acteurs d'une société se réunissent entre eux et spontanément, au niveau local, créent des moyens de production qui seront communs et qui seront pour le bien commun, justement. Et donc, de ce point de vue-là, il n'écarte pas la propriété privée, mais il faut que ce soit une petite propriété. Donc, il est pour une société de petits propriétaires. Et ce qui est très important pour lui, c'est que cette évolution doit être spontanée, volontaire et pacifique. Pacifique. Donc là, on rejoint Spinelli éventuellement. Hein. Et il est donc tout à fait opposé, d'une part, à Marx, qui pour lui a à peu près les mêmes objectifs, mais veut le faire par l'action violente. Hein. Et ça, c'est très important parce que ça va conduire au-delà du fédéralisme, par exemple, dans la politique française, aux deux gauches, la gauche marxiste et la gauche socialiste autogestionnaire, qu'on peut qualifier de proudhonienne. Hein, et ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, alors comment est-il passé de l'anarchisme au fédéralisme? Tout simplement parce que l'autosuffisance des petites unités, qu'elles soient le village, le quartier, bien entendu, c'est impossible. Il faut bien entendu, on ne peut pas tout produire sur place. Hein. Il faut donc chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas produire sur place. Donc, il faut notamment une instance qui va réguler ces échanges à un niveau supérieur au local. Et cette instance, c'est la fédération. Donc, c'est comme ça qu'il fait le lien avec la fédération. Hein. Donc, c'est l'organisation de la société, alors, exactement comme nous on l'entend, par couches successives. Hein. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette phrase intéressante dans un de ses ouvrages. Si j'ai débuté par l'anarchie, conclusion de ma critique de l'idée gouvernementale, c'est que je devais finir par la fédération, base nécessaire du droit des gens européens, déjà en 1850, et plus tard de l'organisation de tous les États. Donc en plus, il a mis les bases du fédéralisme européen et du fédéralisme mondial, et tout cela en 1850. Donc c'est en ce sens donc il fait partie, comme tu l'as dit, des pères du fédéralisme, mais c'est un fédéralisme particulier qui est un fédéralisme qu'on peut, alors à ce moment-là, français, et sans anticiper sur ce que va dire Luc tout à l'heure, hein, avec le personnalisme, c'est ça, les deux écoles du fédéralisme français, c'est Proudhon d'une part, et ce dont nous parlera Luc, donc le personnalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le point commun entre ces deux-là, hein, et je crois que c'est ça qui fait l'originalité de ce fédéralisme à la française, c'est l'idée que le fédéralisme, pour être viable, bien entendu, il ne faut pas seulement qu'il soit démocratique, mais il faut qu'il soit aussi porteur d'un message de justice et de solidarité sociale. Et ça, c'est très, très français. Bon, j'ai fait très vite, hein, peut-être trop court même, donc si vous voulez, je peux vous en... Ah si, pour revenir sur le local, ce qui m'intéressait aussi, donc bien entendu, c'est pas uniquement la production, c'est aussi justement la vie sociale, et en particulier la vie culturelle, la vie éducative.
Et il a une conception très particulière de l'école, par exemple, qui doit non seulement, bien entendu, apprendre à lire et à écrire, mais aussi apprendre à, ça, ça va choquer peut-être beaucoup de gens, à faire des producteurs, mais des producteurs locaux. Donc, les écoles sont des entités de production et l'instituteur est payé par ce que fabriquent ses élèves. Ça, je trouvais ça assez intéressant. Et aussi, bon, il a tout, il faut qu'il y ait aussi des salles de bal, des salles de théâtre. Et il y a aussi tout cet aspect culturel qui est très important chez lui. Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est un homme de son époque, bien entendu. Et donc, je suis désolé, mais c'est un antiféministe, c'est la femme au foyer. Malheureusement aussi, c'est un homophobe et c'est un antisémite. Mais ça, tout le monde a sa part d'ombre et c'est son cas aussi. Merci Gérard pour ces éléments et ces précisions sur Proudhon. Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus sur la question du monde du travail? Parce que moi, j'ai commencé à travailler dans une SCOP, ça veut dire Société coopérative ouvrière de production. Ça veut dire que c'est les salariés qui sont propriétaires de leurs moyens de production, de leur entreprise. Et en fait, en me formant sur ce que c'était qu'une SCOP, j'ai découvert que ça venait aussi de Proudhon. Et effectivement, j'ai trouvé des liens entre cette SCOP et le fédéralisme. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur... Ça permet aussi d'ouvrir au-delà de la question Ouais, uniquement des États. tout à fait. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, on parlait des deux approches de l'époque pour réformer la société, le marxisme et donc le Proudhon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que du marxisme, il ne nous reste rien quasiment. Alors que justement, Proudhon, il nous reste justement l'économie sociale et solidaire. C'est lui qui a inventé les mutuelles. Les banques mutualistes sont directement issues de Proudhon. Le crédit mutuel, c'est le successeur de Proudhon. Il y a également toute une série. Donc, même la monnaie, il avait une conception de la monnaie qui était seulement une valeur d'échange. Elle n'était pas assise sur l'or, par exemple, mais c'est simplement un moyen d'échange. Et, et alors, pour continuer dans les bourses du travail, par exemple, c'est exactement l'héritage de Proudhon. Donc, en fin de compte, Proudhon a beaucoup plus marqué la société française que Marx. Merci beaucoup, Gérard, pour ça. Ce qui est intéressant avec Proudhon, et ça fait le lien avec Arnaud, ce que tu dis dans le chat sur le fait que ça fonctionne bien à petite échelle, mais qu'est-ce qu'on en fait à à une plus grande échelle? Cette approche-là, en fait, c'est une approche qui est beaucoup plus sociale, sociétale, qu'une approche uniquement institutionnelle. Et on a Proudhon et ensuite les personnalistes que Luc va nous proposer, euh, une vision de la personne, de dire, ben, nous tous et toutes, ici, on est engagés dans notre famille, ça nous fait un petit cercle, ça nous fait une petite société, notre travail, c'est un autre petit cercle, c'est une autre société, cette association, c'est une autre société. La commune dans laquelle on habite, c'est une autre société. Et en fait, on est pris comme ça, dans plein de formes dans plein de petites sociétés. Et du coup, cette approche, elle est beaucoup plus centrée sur cette question sociale de comment la société permet aux personnes de se réaliser, de s'accomplir dans ces différents cercles. Et derrière, les institutions doivent s'accommoder de ça à la différence de l'approche institutionnelle qu'on a présentée avec Alexandre tout à l'heure, où on a des institutions et on s'intéresse à des citoyens et pas à des personnes. Je ne sais pas si c'est sensible pour vous la différence entre une personne et un citoyen, même si ça s'incarne dans le même corps physique, c'est qu'on ne conçoit pas la même chose. Le citoyen ou la citoyenne, c'est celui qui vote, qui décide. La personne, c'est aussi toute la complexité de sa vie. Du coup, je vais passer la parole à Luc. Voilà, oh, c'est parfait. Pour qu'il puisse nous parler un petit peu des non-conformistes des années 30 et nous faire aussi un focus sur Jacques Maritain, ce qui va nous permettre aussi de sortir
Voilà, je vous ai parlé de Spinelli qui était communiste, Proudhon qui était quand même plutôt très à gauche. Ça va nous permettre de voir qu'il y a aussi d'autres approches. Vas-y, Luc. Bonjour, c'est bon, vous m'entendez bien? Ouais. Merci. Oui, alors donc déjà Jacques Maritain, qui c'est? C'est une personne du début du XXe siècle qui donc fait partie de ce courant des personnalistes, qui a beaucoup vécu aux États-Unis, puisque en fait il est allé en 39 à une conférence invitée, je crois que c'était par Harvard. Il y allait avec sa femme, et sa femme étant d'origine juive, ils sont restés pendant toute la guerre, même au-delà. Et donc, en fait, il est même presque plus connu maintenant, en fait, aujourd'hui aux États-Unis, qu'en France ou en Europe. Euh, donc, comme Chloé l'a dit, il s'inscrit dans ce mouvement de conformistes qui cherchait vraiment cette troisième voie entre quelque chose qui n'était ni le fascisme ni le communisme, et qui pouvait répondre aux enjeux démocratiques et aux enjeux démocratiques de l'époque. Euh, dans ce courant du personnalisme, hein, on retrouve la revue Esprit, Emmanuel Mounier, Alexandre Marc, qui fait partie aussi de l'UEF dans ses premières années. Euh, alors, donc je vais pas faire le personnalisme. Du coup, il y a un peu plusieurs tendances. Enfin, il y a différents auteurs, mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de quelques notions ou quelques concepts sur lesquels Jacques Maritain a pu réfléchir et écrire pas mal de livres. Il a été très, très prolifique. Alors d'ailleurs, pas que sur le fédéralisme, mais toute une vision aussi, beaucoup de choses sur l'éducation, etc. Hein. Chloé parlait de choses sociales. Là, on est avec Jacques Maritain, on a des aspects institutionnels, mais il y a aussi des aspects sociaux aussi dans le personnalisme. Donc pour Jacques Maritain, par exemple, il compare en fait le concept de peuple et de nation. Pour lui, la nation, c'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose en fait qui vient remplacer, qui vient remplacer Dieu, qui est au-dessus de tout, et donc qui a ce côté un peu mystique et mal défini, et donc c'est de là d'ailleurs que part tout le concept de souverainisme, hein, que Jacques Maritain démonte bien consciencieusement, pour dire que voilà, avec le concept de nation, on a quelque chose qui est au-dessus de tout, et donc tout est légitime, et même l'usage finalement de la violence ou de non-respect des règles au service de la nation, et donc de l'État-nation tel qu'il s'est construit au XIXe siècle. Alors que lui, il préfère le terme de peuple, qui là fait référence à une population, à une culture, une identité, mais sans ce côté mystique et sans ce côté voilà, qui est supérieur à tout. Puisqu'en fait, dans la vision de Jacques Maritain prend l'image du corps, donc il parle de corps politique pour décrire la société, où dedans on va retrouver l'État, qui est certes au sommet, qui est très central dans le corps politique, mais qui ne doit pas être la source de tout. Et donc dedans, il va y avoir dans ce corps politique le peuple, qui lui... Alors, du coup, Jacques Maritain n'aime pas trop le terme de souverain, mais voilà, si on devait l'appliquer à quelque chose, ça serait le peuple souverain. Et même, en fait, pour lui, c'est plutôt alors la personne, et même, vu qu'il est croyant, en fait, pour lui, même une personne n'est pas souveraine, puisqu'en fait, elle est soumise à Dieu, mais à tout ce qui l'entoure et au monde qui l'entoure. Donc dans ce corps politique, on retrouve le peuple, l'État, et après on va retrouver des associations, des syndicats. Et en fait, c'est qu'en fait tous ces corps, en fait, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs des corps intermédiaires, interagissent entre eux, et c'est ça qui fait la démocratie. Et c'est l'équilibre aussi de ces pouvoirs et de ces différents acteurs qui va assurer la démocratie et la pérennité de la démocratie. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une espèce de fusion de nations et d'États qui serait au-dessus de tout et qui ne répondrait à personne d'autre, qui aurait la légitimité surtout. Ces corps politiques, donc ils correspondent à des peuples, en général, c'est mieux, ça fonctionne mieux, et donc à des unités en fait culturelles ou d'identité. Mais ces peuples peuvent tout à fait se regrouper, décider de se regrouper volontairement, en fait, et pour former un corps politique plus grand. Et donc c'est là qu'on commence à voir voilà, les sources philosophiques du fédéralisme chez Jacques Maritain,
où du coup, voilà, ces corps politiques s'associent. Alors, du fédéralisme, il en parle aussi au niveau mondial, puisqu'en fait, au niveau mondial, il esquisse un peu ce que pourrait donner un fédéralisme au niveau mondial. Ce serait pas un gouvernement, il pense plutôt à une assemblée qui représenterait voilà, les citoyens, populations de la Terre entière. Et en fait, comme pour lui, il n'y a pas de démocratie sans corps politique. Avant qu'il puisse y avoir une démocratie au niveau mondial, il est nécessaire d'avoir un corps politique au niveau mondial. Et donc, voilà, donc, même question qu'on se pose au niveau de l'Europe, où on pense évidemment au livre de No Demos de Samuel Spector, qui se pose la question de, voilà, est-ce qu'il existe un peuple européen? Et ben, c'est pareil, Jacques Maritain dit que pour le niveau mondial, en fait, évidemment, à son époque, encore moins qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas de conscience mondiale de faire partie d'un même corps, d'un même destin, et que du coup, il propose quand même cette création, enfin, cette assemblée citoyenne, ou cette assemblée qui représente les citoyens au niveau mondial, et non pas les États, hein, pour justement contribuer à faire prendre conscience à la population humaine, à l'humanité, qu'elle fait bien partie d'un corps commun, et voilà, et qu'il y a nécessité d'un corps politique mondial. Donc voilà, quelques notions un peu rapides et très résumées. En tout cas, si ça vous intéresse de creuser, moi je vous conseille le livre sur lequel justement je me suis beaucoup appuyé sur ces concepts. C'est L'homme et l'État, ça s'appelle. De toute façon, c'est un des rares livres qui est encore édité aujourd'hui, qu'on peut trouver facilement, parce qu'en fait, beaucoup de livres de Jacques Maritain sont pas forcément disponibles. Mais L'homme et l'État l'est, et donc dans ce livre-là, il redéfinit voilà, tous les concepts. On parle de souverainisme, on parle de nation, de peuple, de fédéralisme, etc. Donc on parle même de la place de l'État et de l'Église, etc. Et l'Église aussi comme membre du corps politique. Enfin voilà, il y a tout un tas de concepts et de choses qui sont très intéressantes si ça vous dit de creuser l'idée. Voilà. Super, merci beaucoup, Luc, pour tout ça et d'avoir résumé ton mémoire en 5 minutes. Ouais. Pour tout ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait causer quelques personnes qui ont chacune creusé et préparé ces sujets, soit pour ce soir, soit avant dans d'autres travaux. Mais du coup, vous pouvez aussi revenir vers ces personnes-là euh, pour, euh, pour en discuter et creuser en fonction de ce qui de ce qui vous intéresse. L'intérêt avec l'approche personnaliste, c'est qu'on sort d'une approche strictement institutionnelle et ça nous permet d'aller parler à des gens euh, au-delà de vraiment euh, la Constitution, quelles compétences à quel endroit. Ça permet d'être sur des approches beaucoup plus globales qui parlent beaucoup plus aux gens et en fait, on n'est pas obligé d'être d'accord avec chacune de ces approches qui à des endroits voilà, ont des points de désaccord. Mais par contre, pour chacun et chacune d'entre nous, savoir jongler un petit peu avec ces différentes approches en fonction de notre interlocuteur et en fonction de ce qui va être utile à un moment, c'est aussi ce qui va nous permettre euh, de de répondre aussi, voilà, dans l'écoute de l'autre, comme Yves aime à le dire, mais de pouvoir s'adapter aussi à la personne qui nous écoute. Ça montre aussi que loin de quelque chose, d'une utopie comme ça qui serait tombée du ciel à un moment, le fédéralisme, c'est quelque chose qui est pensé depuis longtemps. Je vous ai pas fait le topo sur Kant, mais on pourrait refaire un topo sur Kant où on pourrait faire un point. Adrien, qui est en Île-de-France, me disait rallumons les lumières. Parce que en fait, peut-être qu'il faut juste changer l'ampoule dans notre monde aujourd'hui. Euh, de tout le XVIIIe siècle qui a pensé énormément de choses sur les sujets du fédéralisme. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pensé beaucoup de choses. Là, on vous a présenté plutôt des auteurs masculins. Il y a aussi beaucoup de femmes qui les ont pensées. On a Sylvia Romano qui ne pouvait pas être là ce soir,
qui travaille sur toutes les femmes qui ont participé à la pensée du fédéralisme. Et on va publier bientôt, enfin, au printemps, là, avec Presse Fédéraliste, la biographie de Ursula Hirschmann. Ursula Hirschmann, c'est une juive allemande qui s'est expatriée vers l'Italie, où elle a rencontré Colorni, qui était, donc, du coup, je vous l'ai dit, enfermée à Ventotene. Et elle n'était pas enfermée, mais elle a dit, bah écoutez, moi je suis étrangère, j'ai deux enfants, donc en fait elle avait le droit de rentrer et sortir de Ventotene. C'est elle qui a fait sortir le manifeste de Ventotene, qui l'a tapé, qui l'a envoyé en Angleterre, qui fait que ce texte a circulé dans toute la résistance et qui a continué derrière à avoir un engagement féministe et fédéraliste sur voilà, au niveau italien et, euh, et européen. Et donc, on va publier sa biographie. Olaya, je sais que toi, tu as lu la biographie qui est déjà traduite en espagnol. Est-ce que tu veux nous dire un mot de toi, ce qui t'a marqué sur cette biographie avant qu'on ouvre peut-être à une ou deux questions? Faut que tu allumes ton son si tu veux nous dire, ouais. Ouais, non, en fait, j'étais justement en train d'écrire et c'est très, très intéressant cette biographie. Je l'ai ici dans ma pièce et j'étais justement en train de corriger parce qu'en fait, il y a beaucoup des pistes, en fait, des événements qui peuvent confirmer qu'elle a vraiment contribué au manifeste pour une Europe libre de Ventotene parce qu'elle était dans toutes les discussions. Donc, juste pour correction, parce que la vie de Hirschman, elle est beaucoup plus passionnante que ça. Et elle s'est exilée tout début du régime nazi. Elle s'est exilée à Paris. Et c'est à Paris qu'il rencontre Giorgio Colorni. Donc, déjà à Paris, elle commence à fréquenter toute l'opposition. Elle était assez dégoûtée avec les communistes parce qu'en fait, elle considérait qu'ils ne savaient pas freiner la montée des nazis. Et c'est cette déception qu'elle ressent et cette frustration de voir qu'il n'y a pas de mouvements qui réagissent à la montée des fascismes en Europe qu'elle va contribuer au débat. Donc, Silvana Bocanfuso, la biographe d'Ursula Herrmann, elle a comparé beaucoup de ses écrits, des récits, y compris de sa sœur à elle, ou même des biographies des jeunes Colorni, où ils disent qu'effectivement, elle contribuait à tous ces échanges qu'ils avaient entre Rossi, et Spinelli et Colorni à Ventotene. Et ensuite, effectivement, la contribution de Hirschman pour traduire, pour taper et pour faire circuler à toute la résistance, elle est confirmée, elle est prévue, elle est réelle, y compris dans la résistance française. Et justement, j'étais en train de voir les moments où ils arrivent en France, où ils veulent faire un congrès à Paris. Donc, je vous enverrai des extraits qui sont en espagnol, malheureusement. Mais honnêtement, la contribution d'Ursula Herrmann, elle est beaucoup plus large de ce qu'on peut imaginer. Depuis tout début, ça ne se limite pas juste à taper ou à traduire. Et bon, les théories de Sylvana, c'est que en fait, Ursula Herrmann, elle est beaucoup plus radicale que tous les autres parce qu'elle a eu déjà toute une expérience, un vécu qui vient de loin. Souvent, en fait, elle doit fuir à la censure, à la police et elle vit en tant que clandestine en Suisse. C'est en Suisse qu'ils vont aussi apprendre beaucoup de ce qu'est le fédéralisme. Ils, En fait, ils vont s'installer juste après la libération de Spinelli là-bas. Et c'est depuis là-bas, et avec tous les mouvements de résistance, qui considèrent et qui trouvent que le fédéralisme, c'est la solution. Donc, moi, je pense que la contribution de Ursula Herrmann, elle est beaucoup plus large de ce qu'on peut imaginer. Voilà. Super, merci beaucoup Olaya pour cet apport aussi. Le fédéralisme n'a pas été pensé que par des hommes et beaucoup de femmes ont contribué. Arnaud, j'ai vu que tu avais mis beaucoup de choses dans le chat. Est-ce que tu veux prendre la parole par rapport à l'une ou l'autre des points? Euh, Et puis après, non, on se donne bah, un peu bonjour à plus de tous. temps. Moi, je suis un nouvel arrivant, donc voilà, je me suis inscrit à double. Donc j'ai dû rater. Il y avait une session à 19 h, donc j'ai rejoint celle-ci. Ne m'en voulez pas.
Je me suis trompé de Zoom. Je crois qu'il y a une journée fixe et puis il y avait des nouveaux arrivants. Donc, enchanté de faire votre connaissance. Non, moi, je suis arrivé dans le mouvement récemment, mais moi, je suis un européano. Et la situation que je vis me rappelle des histoires que j'ai pas connues, mais celles que mes grands-parents ont connues, quoi. Donc, des montées, des nationalismes, des États. Donc, ce fédéralisme, ça a été une tentative. Et, et moi, j'espère qu'on va pouvoir amener un autre, enfin voilà, éviter un Munich, hein, à ramener des choses nouvelles, éviter de partir comme ce qui s'est passé il y a près de 100 ans. Et donc, le fédéralisme, c'est peut-être une solution. Mais ce que je constate dans mon quotidien, moi, j'habite à Bordeaux, dans une petite commune, hein, je ne suis pas à Bordeaux. Euh, L'Europe, et voilà, il y a un fédéralisme de base, puis il y a un fédéralisme européen. Il faut arriver pour mettre tout ça en musique, hein. Vous avez parlé des scopes, hein. Ça, c'est des vrais succès de fédéralisme de base, quoi, hein. Budget participatif, les scopes, tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est une incarnation, parce que les hommes ont besoin d'une incarnation. Donc, moi, tant que je vois pas une élection présidentielle au suffrage universel, tant que je vois pas un parti politique, enfin des élections transnationales, voilà. Moi, mon ressenti, c'est que tant qu'on passe pas à la prochaine étape, on est entre deux eaux, on va pas inspirer les gens européens dans le quotidien. Quand je parle avec des gens, ils me regardent. Excusez-moi, pour ceux qui sont témoins de Jéhovah, j'ai l'impression d'être un témoin de Jéhovah. Donc, il faut vraiment donner pas que. On parlait de Maritain, là, je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a inspiré les pères fondateurs, quelqu'un qui a amené une sorte d'évangile, hein, c'était un peu la pensée religieuse, enfin religieuse, philosophique, religieuse, hein, évangélique, tu vois, qui était intéressante, mais ça touche pas les gens au quotidien, quoi. Et en cette période d'élection municipale, j'espère que pour ceux ou celles qui sont membres de partis, etc., l'Europe, c'est dans les dernières des priorités du quotidien des gens, quoi. Donc il faut vraiment. Enfin, moi, je suis plutôt. Je pense qu'il faut une approche par projet. Voilà, il faut ramener des réalisations, dire voilà, on fait partie d'une grande histoire. C'est ce qui se passe en Turquie, c'est ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein. Make America Great Again, c'est ça qui nous manque. Sur mon page LinkedIn, j'ai mis méga, Make Europe Great Again. Alors, je sais que c'est Orban qui l'a ressorti malheureusement, donc c'est pas le meilleur des démocrates, mais je pense qu'il faut des récits pour qu'on puisse mieux convaincre et des choses, voilà. Merci. Désolé, café Non, du commerce avec super. une bière, Non, non, mais voilà. Ouais, non, mais moi aussi, j'étais en train de boire une petite bière ce soir avec vous. Voilà, Merci une crique, une belge en plus pour l'Europe. Voilà. pour tes retours. Alors, pour précision, pour chacune, la réunion d'accueil des nouveaux adhérents, c'est demain à 19 heures. Et c'est Ah, bah Hélène et voilà. Rémi qui sont là, qui va faire coucou parce qu'on les voit dans les caméras qui vont Ok, l'animer. Merci à tous les deux. Donc, c'est demain à 19 compris. heures. Je pense que c'est un autre Ok, lien de visio. Donc, checkez bien ok, vos mails. merci. Là-dessus. Effectivement, ce soir, on était plus sur de la question de théorie politique et philosophique pour se donner aussi les grands cadres de pensée et savoir aussi dans quel cadre on pense, quoi, se donner un petit peu les repères. Je vous partage dans le chat, on a élaboré avec nos partenaires des jeunes européens et du mouvement européen un plaidoyer pour les élections européennes qui est intitulé L'Europe commence dans nos communes, avec effectivement cette idée que l'engagement citoyen pour l'Europe, il commence au niveau local. Et dans une idée très proudhonienne que c'est au local et au plus près des uns et des autres qu'on peut faire vivre aussi le réel et le concret avec des propositions d'action qui sont très faciles à mettre en œuvre. En fait, dans un discours qu'on fait le 8 mai ou le 11 novembre en tant que maire, pouvoir mentionner le fait que c'est pas la victoire de la France, mais que c'est la fin d'une guerre mondiale qui a créé le suicide du continent européen et pour le 8 mai permis d'établir une nouvelle forme d'être ensemble. Et pour le 11 novembre, n'a rien permis du tout. Et c'est de ces erreurs-là qu'est née la suite. C'est pas du tout difficile à faire, quoi. C'est un discours qu'on écrit. De la même manière, dire que on fait une semaine de l'Europe et que dans les cantines, on fait découvrir
de la cuisine italienne, de la cuisine espagnole, de la cuisine, pourquoi pas grecque, et puis ben, on pourrait aussi découvrir de la cuisine lituanienne ou polonaise. Et puis après tout, Charles n'est pas là, mais le goulash, c'est aussi très goûtu et ça mérite d'être découvert. C'est aussi une façon de faire découvrir qu'on n'est pas une île perdue au milieu de l'océan. C'est aussi une façon de travailler l'ouverture culturelle. Donc voilà, ça c'est des exemples concrets. La question de nommer les rues. Là, toutes les communes ont eu à nommer chaque petit chemin parce qu'on ne pouvait plus dire troisième maison après le cimetière dans une adresse. Il fallait qu'il y ait un numéro et un nom de chemin. Bah, on peut aussi européaniser l'espace public comme ça. Donc voilà, là je vous ai mis dans le chat ce plaidoyer pour les municipales. On avait déjà fait un plaidoyer pour les élections européennes, bien évidemment. On préparera aussi un plaidoyer pour les élections nationales qui doivent avoir lieu l'année prochaine, qui permettent à chaque fois de travailler sur les compétences de l'élection en question. Qu'est-ce qu'on peut faire à chaque échelon et donc là, quand c'est avec les jeunes européens, le mouvement européen, sur la question européenne, évidemment. Nous, on travaille et ça me permet de faire le petit teasing pour le jour fixe du mois prochain où on travaillera sur la question de la citoyenneté. Et c'est Kylian qui est là, qui prépare le jour fixe du mois prochain. On a déjà les invités, les intervenants, intervenantes. Enfin voilà, tout est calé pour le mois prochain. Ça va être hyper serein. On va parler de la question de la citoyenneté parce que Alexandre, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Hamilton et Luc, on a aussi parlé un petit peu sur ce que disait Jacques Maritain. Qui donne la citoyenneté dans un État fédéral? Qui donne la citoyenneté tout court? C'est quoi la citoyenneté? C'est un enjeu. Je ne sais pas, Raphaël, si tu es encore avec nous, mais en Suisse, la citoyenneté, c'est la commune qui la donne, en considérant que c'est au niveau des communes qu'on connaît le mieux les personnes et qu'on peut leur donner la citoyenneté. Aux États-Unis, c'est après la guerre de sécession qu'on décide que c'est l'État fédéral qui donne la citoyenneté pour protéger les anciens esclaves et leur donner accès aux droits. En Europe, vous le savez, bon maintenant c'est trop tard, mais les citoyens et les citoyennes européennes peuvent voter aux élections locales et européennes partout. Donc votre voisin qui est lituanien peut voter pour le même maire que vous. Et nous, on milite sur la question de la citoyenneté de résidence, c'est-à-dire que la citoyenneté, elle ne doit pas être corrélée à une nation, à une appartenance nationale, mais au fait qu'on habite quelque part. Et quand on habite quelque part, ça rejoint le principe de subsidiarité que je vous disais tout à l'heure, bah, on a le droit de décider pour ce qui se passe et les décisions qui sont prises sur ce quelque part. Et donc c'est ça dont on parlera le 11 mars sur le prochain jour fixe. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière interrogation, quelque chose qui n'a pas pu se dire qui ferait que vous repartiriez frustré? Ou est-ce que vous êtes très content? Alexandre, tu as déjà beaucoup parlé. Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. En Île-de-France, à part votre caméra qui fait des zooms et des dézooms permanents, ça fait un petit peu bateau. Ouais, exactement. Non, personne va repartir frustré si on s'arrête là. Vas-y, Alexandre. Très vite, juste, bon, vous avez vu vis-à-vis du fédéralisme en tant que contre-pouvoir, avec le Trumpisme, le Congrès, c'est pas ça. La Cour suprême, elle tient mieux que ce dont on se moque, mais le principal source de contre-pouvoir, c'est les États fédérés qui peuvent s'opposer à l'inhumanité de l'administration fédérale. T'as vu, hyper court. Merci, Alexandre. C'est ce qui permet de dire que les États-Unis sur le premier mandat de Trump ou le Brésil sur le mandat de Bolsonaro ont résisté grâce au fédéralisme. Et là, on pourra faire des heures entières de débat sur comment le fédéralisme aux États-Unis permet de maintenir la démocratie ou non. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, donc je vous ai déjà annoncé le 11 mars prochain, puisque comme tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, on a un jour fixe. Et donc là, ce sera sur les questions de la citoyenneté. Et merci Kylian pour le travail
de préparation. Vous recevrez toutes les informations dans la newsletter et sur Discord pour pouvoir vous inscrire. Je pense que ce sera toujours à Paris, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence et peut-être d'autres villes. Peut-être qu'on arrivera à faire aussi d'autres villes en mars prochain. Demain, pour les nouvelles adhérentes, donc il y a Rémi et Hélène qui animent une réunion d'accueil des nouveaux adhérents. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'avez pas eu l'info, je reste quelques minutes dans le Zoom après, donc vous pouvez me faire un petit message et je vous mets en contact pour que tout le monde ait bien toutes les infos. Et on vous propose de se rencontrer en vrai à notre université de printemps qui aura lieu du 17 au 19 avril à Lyon. Et Adrien, qui est en Île-de-France, là, avec le pull noir, vous n'êtes pas nombreux à avoir des pulls noirs, est en train de nous préparer plein d'invités super sympas, avec aussi la question qui a été évoquée au début de l'État post-national. Qu'est-ce qu'un État sans nation pour parler d'Union européenne? Donc, on vous attend à Lyon, 17-19 avril. Ça commence à 17 h le vendredi soir, ça finit à 13 h le dimanche, ce qui vous permet déjà de prendre vos billets de train parce que sinon les prix montent très vite et on ouvre les inscriptions très bientôt pour ça. Donc vous recevrez aussi les infos d'ici là. On sait Voilà. où c'est déjà sur C'est à Lyon ou Lyon. c'est encore. Ah, Mais où c'est à on n'a Lyon? pas le- Ce sera central. Le D'accord. samedi, on sera dans le Vieux-Lyon, je crois que je suis pas du tout lyonnaise. Si je dis métro C'est Saint-Georges, multisite, quoi. C'est multisite, c'est ça oui, en fait. C'est en pas un fait, seul. Ok, voilà. le samedi, on sera dans le Vieux-Lyon, ça c'est sûr. Le vendredi soir, on est en train de voir avec la mairie de Lyon pour des accueils dans ces salons. Donc de toute façon, ce sera central, quoi. Et le dimanche, on sera à la Maison des Européens qui est place des Terreaux, à côté de la place des Terreaux. Donc on est vraiment dans le centre-ville de Lyon, quoi. Voilà. Un très grand merci à tous et à toutes. Une très bonne soirée à vous. Et puis au plaisir de vous revoir.